Bonjour et bienvenue dans le podcast du Papetier de France PNP. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine et votre animatrice pour cette capsule consacrée à la rentrée des classes, le grand rendez-vous de la filière papeterie. Dans les 2 premiers épisodes de cette série, nous nous sommes intéressés aux enjeux du marché scolaire dans les circuits de distribution B2C et B2B. Pour cette 3e émission, nous allons parler produits en explorant un volet important de l'offre, les licences. Quelle est leur place dans les catalogues des fabricants? Comment séduisent-elles les consommateurs particuliers que sont les enfants et leurs parents? Quelles tendances attendre pour les rentrées à venir? Autant de questions que nous allons poser à Florence Hayem, co-directrice de la branche française de l'association Licensing International, qui réunit de nombreux acteurs de cet univers. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors Florence Hayem, je vous propose pour commencer de nous présenter brièvement Licensing International France. Alors, Licensing International, c'est l'association mondiale de référence pour la licence. Sur la France, depuis 8 ans, nous accompagnons environ 130 entreprises, que ce soit des détenteurs de marques, des agents de licence, des fabricants licenciés, des enseignes de la distribution. Notre rôle est concret, il consiste à aider les entreprises à utiliser la licence comme levier de croissance. Et pour ça, on va apporter à nos membres des insights marchés pour qu'ils puissent faire les bons choix, donc des études, des chiffres, des ressources et des formations pour que leurs équipes puissent monter en compétences, un accompagnement opérationnel sur leurs projets et puis ensuite un accès direct à tout l'écosystème de la licence, donc le développement du réseau. Donc on est là vraiment pour faciliter leur quotidien et puis prendre les bonnes décisions en fait dans le développement de leur activité licence. Alors dans le monde des produits de grande consommation, que représente le marché de la licence spécifiquement dans le non alimentaire? Alors, la licence, c'est vraiment un poids lourd dans le non-alimentaire. Alors, quelques chiffres pour démarrer. À l'échelle mondiale, la licence, c'est 370 milliards de dollars de ventes au retail. Alors, 60% est fait sur les États-Unis, mais l'Europe est le 2e marché avec 18% du marché. Et la France, quant à elle, est à la 7e position avec 7,9 milliards de dollars au retail. Et en forte progression, on a fait presque plus 5% en fait, par rapport à l'année précédente. Oui, donc c'est conséquent. C'est très conséquent. Est-ce qu'il y a des catégories qui sont plus friandes de Alors oui, licence? ça dépend bien sûr des catégories. Si on prend le jouet par exemple, dans le jouet, plus de 30% des jouets qui sont vendus sur le marché sont des jouets sous licence. Donc c'est absolument énorme, avec une énorme progression en 2024 qui a été drivée par Stitch, par Pokémon et par le Kidult. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tendance ne concerne pas uniquement les jouets. Donc maintenant, des catégories, enfin des industries comme le textile, la décoration de la maison, les accessoires sont aussi très friands de licences. Dans certains segments, d'ailleurs, comme les fournitures scolaires, c'est même structurant, c'est-à-dire qu'une grande partie des ventes repose en fait sous des produits sous licence. Donc c'est vraiment un levier à la fois marketing et commercial pour l'ensemble de la filière. On a un peu parlé du jouet. Comment la licence elle est devenue si incontournable auprès de cette cible jeunesse? Alors, l'univers enfant, il est vraiment central pour la licence. C'est même historiquement le cœur de marché avec les dessins animés, les films, les jeux vidéo, etc. L'entertainment, il faut savoir, c'est 50% du marché de la licence. Et dans la papeterie, c'est particulièrement visible puisqu'en fait, on voit toutes les fournitures scolaires sous licence qui sont vendues tous les ans sur le marché. Les enfants s'approprient véritablement ces fournitures scolaires sous licence. Ces personnages et donc les produits qui y sont associés. Exactement. Mais alors, ce qui évolue aujourd'hui, c'est qu'en fait, les licences touchent également les adultes, les adolescents et les adultes. Donc ça, c'est quand même relativement récent. Ils sont de plus en plus consommateurs de licences. Et puis, les univers se diversifient. Il y a de plus en plus de mangas, de jeux vidéo. Les influenceurs aussi font de la licence. Il y a des marques lifestyle également qui font de la licence. Donc, en fait, l'enfant reste clé sur le marché de la licence, mais le marché s'est élargi et s'est agrandi en touchant d'autres cibles.
Alors, on a un peu abordé le sujet, donc la rentrée des classes, qui est la période qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi cette période elle est si propice aux licences? On a commencé à parler d'identification pour les enfants. Oui, tout à fait. Alors, la rentrée des classes, c'est un moment un peu particulier parce qu'en fait, les fournitures, c'est un petit peu le passage obligé, hein. Tout le monde est obligé. On a la liste. On a la liste, on est obligé d'acheter ces fournitures, mais pour l'enfant, c'est beaucoup d'émotions. Donc, en fait, le fait de pouvoir s'approprier ces fournitures avec les personnages qu'ils aiment, c'est vraiment important. Pour les industriels et les distributeurs, c'est une grosse opportunité également parce que ça leur permet de générer du trafic en magasin, de dégager des volumes, de se différencier en rayons et puis aussi d'être transversal sur tous les produits. Donc, on va regrouper les cahiers, tout ce qui est écriture, etc., quoi. J'aimerais aborder aussi un sujet un peu plus technique. Les fournitures scolaires sont des produits à faible marge. On reste sur des produits peu coûteux. Or, les licences ont un coût. Comment assurer la rentabilité de ces références? Alors, c'est une vraie question parce que la licence, bien sûr, ça représente un coût supplémentaire. Mais il faut regarder, en fait, au-delà de ça, il faut regarder le retour sur investissement. Quand on a un article sous licence, ça permet de vendre plus vite, de mieux valoriser le produit et puis au final d'améliorer la marge dans la marge générale, en fait. Donc l'enjeu, c'est vraiment plutôt de bien choisir sa licence et d'avoir une licence qui soit en adéquation avec sa cible et la distribution. Puis son positionnement, etc. Exactement. C'est là où nous, en fait, en tant qu'association, on accompagne en fait nos membres pour faire les bons choix. Voilà, que tout le monde s'y retrouve. Exactement. Il y a aussi un mot qu'on entend beaucoup, c'est les collabs. Ah oui. Les collaborations. Est-ce que les collabs, c'est la même chose qu'un accord de licence? Alors, c'est important de faire la différence parce qu'aujourd'hui, la frontière devient de plus en plus floue et tout le monde a l'impression de faire des collabs. La licence, c'est un cadre structuré. Vous avez une marque qui est exploitée par un fabricant à travers un contrat de licence. On va utiliser la charte graphique de l'ayant droit pour une période donnée. Donc voilà, on s'installe en fait dans la licence, on s'installe dans la durée, on va vouloir générer du volume et du chiffre. La collaboration, c'est l'association de deux marques qui sont connues et iconiques sur une période courte, en quantité limitée, c'est souvent des éditions limitées, mais surtout dont le but premier est l'impact médiatique que ça va avoir sur les deux marques. Même si la génération, on peut dégager du revenu à travers une collab, mais vraiment le but premier, c'est l'impact médiatique. Autre chose, c'est une collection, une collab, c'est généralement de la co-création. Donc en fait, les univers des deux partenaires vont se répondre et se rencontrer. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc une collection capsule, on parle souvent de collection capsule, c'est pas forcément une collab. C'est pas parce qu'on fait une petite édition limitée que nécessairement c'est de la collab. Et très souvent, on a l'impression que quand on fait une collection capsule chez un retailer mainstream, enfin du mass, ça peut être une collab. Non, en général, à partir du moment où on est dans le mass, le but, c'est de faire du chiffre, en fait. Mickey chez H&M, c'est une licence. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment une question d'échelle. C'est une question d'échelle et c'est surtout deux marques qui sont très connues et iconiques. Vous voyez par exemple Pilote qui fait une édition limitée de stylos chez Carrefour, c'est pas une collab. Ça va très très bien marcher parce qu'on ne pense pas forcément à Pilote sur de la licence, donc c'est une très belle opportunité. Mais à partir du moment où c'est dans l'ensemble de la distribution, c'est pas une collab. Non, c'est une licence, en effet. C'est une licence.
Vous avez One Piece à la rentrée Exactement. dernière et Naruto à la précédente. Exactement. Alors, justement, la question qu'attendent beaucoup de nos auditeurs, en particulier les fabricants, quelle licence on va voir en magasin en 2026 et en 2027 ? C'est quoi les tendances ? Alors, on a un catalogue qui est très, très large. On va d'abord avoir une actualité très riche au cinéma. Dans 2 semaines, vous avez Super Mario Galaxy qui sort le 1er avril. C'est un film qui est très attendu cette année parce que le film qui est sorti en 2023 a été premier au box-office en France et 2e au box-office mondial, toutes catégories confondues. Donc ça, c'est vraiment la grosse attente de cette année. Mais vous avez également Toy Story 5 qui sort au mois de juin. Vous avez Les Mignons 3 au mois de juillet. Vous avez Vaiana en live action qui sort au mois d'août. Et puis sur 2027, aussi des gros blockbusters attendus. La Reine des Neiges 3, Minecraft, un nouveau film Minecraft qui va sortir l'année prochaine, Shrek 5, Les Indestructibles. Donc les blockbusters, c'est toujours une grosse opportunité pour les licences. Et puis souvent, ça structure la rentrée des classes. Au-delà de ces blockbusters et donc de l'actualité cinéma, vous avez des franchises phares. Donc, vous allez avoir les super-héros, donc Marvel avec Avengers, Spider-Man. Vous avez Star Wars. Il y a notamment une série sur Mandalorian qui passe en ce moment et un nouveau film qui est prévu un premier film qui est prévu au mois de mai. Vous avez Harry Potter, il y a une nouvelle série qui est en préparation. En effet. Et Harry Potter fête ses 25 ans cette année. Le Seigneur des Anneaux, qui va fêter aussi ses 25 ans. Game of Thrones aussi, il y a une nouvelle série. Donc là, je dirais qu'on est dans des univers transgénérationnels qui sont rassurants, puisqu'en fait, les parents et les enfants connaissent, avec une actualité toujours très, très riche. Il y a aussi une forte tendance et une forte progression du gaming. Alors, on a parlé de Super Mario. On parlait des kidultes, qui est ce mix de kids et adultes, donc des consommateurs entre 15 et 25, 30 ans et plus tard. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Il faut savoir que le gaming, c'est vraiment très fort. Il y a plusieurs gros acteurs sur le marché. Donc, on parlait de Super Mario. Il y a également Mario Kart World, qui est le jeu fer de lance avec lequel Nintendo a lancé la Switch 2 l'année dernière. Vous avez Pokémon, bien sûr aussi dans le gaming, qui fête ses 30 ans cette année, et un film live qui est en préparation. Sonic, qui a lancé un film en fin d'année 2025, qui fête ses 35 ans cette année, et qui a un nouveau film en préparation pour l'année prochaine. La légende de Zelda, également, qui fête ses 40 ans cette année, avec un film live au mois de mai l'année prochaine. Et puis, bien sûr, toujours Minecraft, Fortnite. Donc, comme vous le disiez, tout ça, c'est des valeurs sûres pour les enfants, les ados et les adultes. Il y a une grosse tendance asiatique également. Il faut savoir que le marché français est le 2e plus gros marché de culture asiatique, comme le montre le salon de la Japan Expo tous les ans au mois de juillet. Donc le manga est toujours en forte progression. Le manga toujours en tête. Exactement. Donc Naruto, One Piece, etc. C'est des valeurs très fortes et en progression, et qui dépassent aussi le manga, puisqu'il y a des séries télé. Donc tout ça, c'est c'est un écosystème en fait qui permet d'exploiter l'ensemble de ces propriétés. Et puis la déferlante K-pop, donc qui a commencé avec la musique et qui là, avec la nouvelle série Netflix K-pop Demon Hunters, on s'attend vraiment à un raz-de-marée au salon du jouet de Nuremberg là au mois de février. Il y avait du K-pop Demon Hunters sur tous les stands. Donc très fort. Il y a beaucoup d'anniversaires, je note, dans tout ce que vous nous citez. Oui, tout à fait. Alors, les anniversaires, c'est toujours une opportunité d'animation commerciale. Donc ça, c'est des choses. Et puis là aussi, c'est rassurant parce que c'est des personnages qu'on connaît et puis on aime, c'est assez festif, on aime fêter leur anniversaire. Donc, on a parlé de Pokémon, mais c'est aussi les 30 ans de Tamagotchi cette année.
Les 40 ans de Zelda, on en a parlé. Pour les petits, c'est les 100 ans de Winnie l'ourson. Je sais que même en papeterie, il y a quand même des petits sacs à dos. Il en a accompagné des générations. Exactement, 100 ans, hein, oui. Harry Potter, on en a parlé, 25 ans. Le Petit Prince également, qui est très fort en papeterie, donc qui fête ses 80 ans. Pour 2027, donc on aura Naruto qui fête ses 25 ans et One Piece ses 30 ans. Et puis Bisounours aussi, 45 ans l'année prochaine. Donc, il y en a pour tout le monde. Et puis, bon, je dirais, en fait, la dernière grosse catégorie, et non d'un moindre, c'est l'attractivité du sport. Donc, on l'a vu, bien sûr, avec les JO en 2024. Donc, tout ce qui est compétition, ça, c'est toujours des grands moments forts. Donc, cette année, bien évidemment, la Coupe du Monde de foot. Et puis l'année prochaine, la Coupe du Monde de rugby. Au-delà de ça, il y a également toute la licence sur les clubs, alors principalement des clubs foot, donc PSG énormément, Marseille, et puis même des clubs étrangers. Barcelone. Exactement, Madrid, etc. Donc, l'année dernière, la Formule 1 était très forte aussi. Exactement. Il y a eu un gros travail fait par toujours, et par ça continue. Ça continuera. Ça continue, oui, tout à fait. Avec une série en plus qui a été portée sur Netflix, qui à chaque fois est vraiment un booster. Qui a bien démocratisé ce milieu qui était un peu élitiste. Oui. Bon, tout un programme. Voilà, exactement. Florence Hayem, un grand merci pour ce point de vue d'experte sur l'univers de la licence. Je suis sûre que toutes ces informations inspireront les industriels de la papeterie pour animer les prochaines rentrées scolaires. Cet épisode, comme les précédents, est disponible en libre écoute sur les plateformes de streaming, en vidéo sur notre chaîne YouTube et bien entendu sur notre site internet dans la rubrique podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission du Papetier PNP. Merci à vous.